Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Le bilan de la guerre entre Israël et les différentes factions palestiniennes dont le Hamas continue de s'alourdir. D'après un nouveau bilan dressé ce vendredi par le ministère palestinien de la Santé, le nombre de morts dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'élève à 1799 personnes, incluant 583 enfants et 351 femmes. Le ministère ajoute que plus de 7000 personnes ont été blessées. Du côté israélien, le conflit a fait au moins 1300 morts et 3200 blessés. Nous déplorons les morts palestiniens et israéliens. Nos pensées vont à toutes les victimes. L'armée israélienne a exigé vendredi matin l'évacuation du nord de la bande de Gaza. Le Hamas dénonce une guerre psychologique et exhorte les habitants à rester chez eux. Les Nations Unies demandent à Israël de revenir sur sa décision. Impossible à appliquer sans conséquences humanitaires dévastatrices, selon un porte-parole. Vendredi 13 octobre, aujourd'hui, au petit matin, tenus éveillés par une nuit de bombardements intensifs, les habitants de la bande de Gaza se passaient la nouvelle de message en message. Incrédule et terrifiée, l'armée israélienne venait d'exiger l'évacuation du nord de l'enclave. Confus, certains s'activaient pour tenter de comprendre où allaient d'autres téléphoner à leurs proches pour leur faire des adieux. L'armée israélienne a exigé ce matin l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza, de leur maison, vers une zone au sud de Wadi Raza, dans le centre de l'enclave palestinienne, sont sous blocus israélien total. Elle a donné 24 heures aux habitants pour se déplacer. Cette évacuation est pour votre propre sécurité, indique le communiqué de l'armée. Vous pourrez revenir dans la ville de Gaza seulement quand une autre annonce l'autorisant sera émise. Les autorités du Hamas à Gaza ont immédiatement dénoncé une fausse propagande. Nous vous invitons à ne pas répondre à de telles fausses nouvelles, à bien rester dans vos foyers et faire preuve de résilience face à cette sale guerre psychologique menée par l'occupation israélienne, est-il indiqué. Le vice-président de l'ONG internationale Médecins du Monde, Jean-François Corté, alerte sur la situation catastrophique dans la bande de Gaza. L'enclave est assiégée et bombardée par l'armée israélienne dans le cadre de l'opération Glaive de fer. Sommes-nous arrivés à un point de non-retour face au conflit palestino-israélien? Pourquoi la logique de la destruction, quelle que soit de l'un ou de l'autre, a pris le dessus sur la raison et sur une solution politique durable qui mettra fin aux souffrances des populations civiles? Il est temps que l'humanité l'emporte. Un million de personnes sommées d'évacuer le nord de la bande de Gaza, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Pour cette couverture, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Gilles Devers, avocat et militant de la cause palestinienne. Il sera avec nous depuis la France. On aura aussi le plaisir d'accueillir Madame Michèle Sibonnet, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Madame Michèle Sibonnet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr François Deroche, président de l'association Justice et Droit sans frontières. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Dr François Deroche, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On a un petit souci de connexion. On va le régler tout de suite. Comme j'aurai le plaisir aussi. Ah, vous êtes en train de... Docteur François Deroche, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, à vos téléspectateurs, et merci à votre invité également.
Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On aura le plaisir aussi d'accueillir M. Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Madame Michèle Sibonnet, je vais commencer cette émission avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de témoigner dans notre émission. Je rappelle que vous êtes porte-parole Union juive française pour la paix. Comment peut-on décrire la situation en ce moment à Gaza? Bien sûr, l'ONU parle d'une catastrophe humanitaire, mais aussi on parle de presque 1 million de personnes sommées d'évacuer le nord de la bande de Gaza. Alors, il y a 2 300 000 habitants dans la bande de Gaza, qui fait une trentaine de kilomètres de long sur une quinzaine de large, et ça donne quelque chose comme la plus haute densité de population du monde au kilomètre carré. Ça, c'est une première chose. Donc, quand on dit à 1 100 000 personnes de partir, on parle d'une logistique qui n'est pas possible, qui n'est pas qui est impossible à mettre en place. D'autant que le gouvernement israélien a fermer tous les robinets, si j'ose dire, d'alimentation en énergie, en électricité, en eau, dans tout, il y a quelques jours, en indiquant qu'il s'agissait d'animaux et qu'on allait les renvoyer vers l'enfer. Donc, et on est privé de toute possibilité logistique d'organiser la chose, et on est dans une situation territoriale qui rend la chose impossible. Et on ne peut pas éviter d'aborder le fait qu'il y a depuis plusieurs jours déjà des pressions de la partie occidentale de la communauté européenne sur l'Égypte pour qu'elle ouvre la frontière du sud de la frontière égyptienne avec Gaza. Ce qui signifie, ce qui projette deux choses. Soit on va vers si l'Égypte accepte cette ouverture, on va vers un exode massif de la population de Gaza, ce dont rêve le gouvernement palestinien le gouvernement israélien, depuis longtemps. Vider Gaza de sa population, vider la Cisjordanie de sa population, récupérer tout le territoire. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est s'il reste, on est dans une situation alors là, c'est même plus de la catastrophe de la catastrophe humanitaire. On est dans une situation de crime contre l'humanité. On va vers un génocide, alors. Je ne sais pas. Je rappelle juste, Madame Sibonnet, je rappelle juste ce qu'a dit Philippe Lazzarini, qui est commissaire général de l'ONU, réitérant l'appel de l'ONU à la protection des civils dans la bande de Gaza et en Israël. L'ampleur et la rapidité de la crise humanitaire en cours font froid dans le dos. Gaza est en train de devenir un véritable enfer et il est au bord de l'effondrement. Sans parler du fait que ça fait longtemps que Gaza est en enfer. Ça fait très longtemps que Gaza, ça fait 17 ans. On a 17 ans de siège d'une population qui reçoit au compte-gouttes et au gré de la volonté des gouvernements israéliens. Tantôt elle reçoit des médicaments, tantôt elle ne reçoit pas. Tantôt elle reçoit du matériel de construction, tantôt elle ne le reçoit pas. Tantôt elle reçoit des bombes, parce qu'on n'est pas dans la première offensive sur Gaza. On est dans la 5e ou la 6e, dont 2 qui ont été particulièrement féroces, celle de 2009 et celle de 2014, des opérations plomb durci et bordure de sécurité. Donc on est dans une situation déjà dénoncée et signalée par tous les intervenants humanitaires qui peuvent intervenir à Gaza, et ça s'ajoute, c'est un degré de plus dans l'horreur qui est infligée à cette population. Là, on est vraiment au bout du chemin. Je veux dire, ce qui va se passer là dans les prochaines 24 heures va nous indiquer si on a une issue vers un cessez-le-feu, un échange de prisonniers, une protection de la population, ou si on est dans l'horreur absolue.
Très bien. Restez avec nous, Madame Siboni. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. J'ai aperçu Maître Gilles Devers, qui est avec nous aussi, avocat militant de la cause palestinienne. Maître, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Maître, vous avez entendu Madame Michèle Siboni, quand elle dit on est au bout du chemin, qu'est-ce que cela veut dire d'après vous? Et là, l'ONU, bien sûr, les ONG s'inquiètent de la situation humanitaire à Gaza. Les humanitaires de l'ONU ont exprimé leur profonde inquiétude pour tous ceux qui se trouvent dans la bande de Gaza, à la suite de l'ordre donné par Israël à l'ensemble de la population de quitter le nord de l'enclave pendant que les frappes aériennes se poursuivent et que la crise humanitaire s'aggrave. Je dois hélas vous dire, je n'ai pas entendu, la liaison sonore est très mauvaise et hélas je n'ai pas entendu. Comment peut-on décrire la situation à Gaza en ce moment, Maître Gilles Devers? La situation à Gaza s'approche de la situation du génocide. Et c'est la première fois qu'on utilise, personnellement, c'est la première fois que j'utilise cette qualification de génocide pour la Palestine. Elle a été, des fois, elle a été utilisée, mais c'était pas le bon sens, c'était une expression exagérée, galvaudée, alors que là, nous sommes sur une logique de destruction du peuple avec des atteintes massives aux civils et une volonté de changer la structure du peuple par une extermination. Donc, les propos qui consistent à dire que on coupe l'eau, l'électricité, tous les besoins, ce sont des animaux, et toutes sortes de déclarations disant que vous avez soutenu les terroristes, maintenant vous allez voir ce que ça va faire. Les déclarations du Premier ministre disant qu'on ne reconnaîtrait pas la situation de Gaza ensuite, alors qu'il y a 2 millions d'habitants et que ce sont eux qui sont les premiers exposés, l'absence de retenue, l'absence de solution politique et les déclarations de plusieurs ministres influents qui avaient dit que le peuple palestinien n'existe pas. Non, il faut dire que nous sommes dans une situation génocidaire en direct et que, et là, ces pays occidentaux font de manière absolument grotesque l'impasse sur ce que chacun peut constater. Très bien. Gilles Devers, vous avez parlé de génocide, mais comment vous avez trouvé aussi les positions des pays occidentaux? On parle donc du droit d'Israël donc à se défendre face donc à cette menace des factions palestiniennes. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, d'après vous? Mieux, la question, c'est est-ce que la riposte est raisonnable, c'est cela? Oui, absolument. J'entends vraiment très très mal. On va essayer de vous rappeler par téléphone, Maître Gilles Devers, si c'est possible. François Doroche qui est avec nous. François Doroche, la même question. Comment peut-on donc qualifier la situation à Gaza en ce moment? Il y a eu des appels donc de l'armée israélienne à la population de Gaza de quitter donc le nord de Gaza. Comment vous voyez donc cette situation d'après vous? Écoutez, tout d'abord, moi je rejoins le professeur Gilles Devers en qualifiant cette situation de génocidaire. Et croyez-moi, c'est la première fois que j'utilise ce mot pour cette population palestinienne qui est massacrée et qui aujourd'hui, depuis maintenant 1967, et je dirais même depuis 1948, vit la terreur d'un occupant qui n'a absolument ni foi ni loi, qui n'a jamais respecté une seule décision des Nations Unies. Et puis effectivement, 16-17 ans de prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le monde libre, le monde démocratique, le monde occidental
quelque part, n'a absolument rien fait. Bien au contraire, il est quelque part complice. Et je prends pour exemple la déclaration de notre président, que M. Emmanuel Macron, qui a rappelé le 23 novembre 2022, concernant l'Ukraine, quand l'Ukraine a été bombardée par la Russie, disait la chose suivante: des bombardements massifs ont lieu aujourd'hui contre l'Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impunie. Monsieur Macron, est-ce que vous dites la même chose contre une population qui subit peut-être 10 fois, 100 fois ce qu'a subi l'Ukraine? Donc c'est la première chose. Aujourd'hui, il y a 2 poids, 2 mesures et ça devient absolument insupportable pour le défenseur des droits de l'homme que je suis. Et pas uniquement pour moi, pour tout homme qui observe et qui voit le double discours et les 2 poids, 2 mesures. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur 2 choses importantes. Tout d'abord, la définition du terrorisme. Rappelez-vous, le général de Gaulle, quand il a parlé de la résistance palestinienne, il a parlé de ceux qu'on appelle terroristes, ce sont des résistants. Tout peuple a le droit de résister. D'ailleurs, le général de Gaulle l'a vécu lui-même. Lui qui était terroriste aux yeux des Allemands, il était héros et résistant aux yeux des Français et aux yeux des forces françaises libres. Donc la définition du terrorisme, c'est une définition politique. Laissons le tribunal pénal international décider sur le plan juridique comment il qualifie telle et telle partie. Et laissez-le faire les enquêtes nécessaires pour pouvoir avancer sereinement. Parce que je fais confiance à la justice et parce que je fais confiance aux hommes de loi. Mais on peut également dire que oui, si vous permettez, effectivement, cette population vit la terreur depuis 75 ans, mais ces dernières années, on a des colons qui ont... Il y a eu 250 civils palestiniens depuis janvier qui sont morts, 40 enfants avec des attaques contre des lieux saints, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Et ça, c'est effectivement... voulait un peu, avec ce gouvernement d'extrême droite, il faut nommer les choses. C'est un gouvernement raciste, xénophobe, et c'est un gouvernement qui a décidé de chasser et de casser du Palestinien. Aujourd'hui, on est en train de faire une purification de la terre de Palestine, de les purifier des Palestiniens, et on est en train de faire du génocide, comme l'a dit le professeur Gilles Devers. Et toutes les déclarations du ministre de la Défense israélien en traitant les Palestiniens d'animaux, mais est-ce que c'est un langage qui est audible auprès des gens normaux? Je ne comprends pas comment l'Occident accepte un tel discours des politiques israéliens, et c'est quelque chose d'absolument insupportable. Aujourd'hui, donc, nous, on dénonce ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, et on demande au procureur de la CPI de s'autoproclamer pour essayer de traiter cette affaire et pour essayer de prendre cette affaire à bras le corps, pour demander, pour au moins avoir une qualification juridique pour ce qui se passe. En tout état de cause. Docteur François Deroche, je vais revenir à vous, Madame Michèle Sibonnet. Vous avez utilisé, bien sûr, un terme, on est arrivé au bout du chemin. Pourquoi donc vous pensez qu'on est arrivé au bout du chemin, surtout que vous êtes porte-parole de l'Union juive française pour la paix? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura plus donc de processus de paix, il n'y aura plus donc de solution politique face donc à cette escalade qu'on est en train de constater? C'est-à-dire on est dans un moment très chaotique où les risques qui pèsent sur la bande de Gaza au moment où on parle sont tellement terribles et peuvent être tellement terribles dans leurs conséquences que la donne pourrait changer. Je veux dire,
s'il y a expulsion et que c'est une autre Nakba, terme qui est demandé en Israël par pas mal de gens de droite qui disent maintenant c'est la Nakba, c'est terminé, il dégage quoi. Soit on arrive à ça, et c'est une tout à fait nouvelle situation, soit on arrive à un génocide, c'est encore une tout à fait nouvelle situation. Soit, et moi c'est ce qui m'importe le plus, je pense qu'on est dans une situation où il faut qu'il y ait un appel ferme et massif auprès de la communauté internationale qui a une responsabilité énorme là-dessus. C'est pas la première attaque sur Gaza meurtrière, mais celle-ci prend une proportion qui nous amène à un tournant. Sans doute parce que l'attaque du Hamas du 7 octobre a violemment atteint la société israélienne, ce qui est inacceptable dans l'imaginaire israélien. Dans l'imaginaire israélien, qui est, on est bien obligé de le reconnaître, un imaginaire colonial, le colon, il n'est pas atteint. On peut frapper sur le colonisé, mais il est hors de question que le colonisé réponde. Et les choses commencent toujours dans l'imaginaire colonial quand le colon est atteint. Tant qu'il n'est pas, lui, concerné, visé. Alors, il faut l'imaginer, c'est un branle-bas de combat en Israël. C'est vraiment un chaos indescriptible. Mais en tout cas, pour en revenir est-ce que vous êtes d'accord, Madame Michèle Siboney, avec l'analyse de Dr François Deroche quand il a parlé de ce gouvernement qui est de l'extrême droite et aussi a compliqué, si on peut dire, la situation? Mais attendez, mais avant même gouvernement d'extrême droite, en 2018, l'État d'Israël est avec Benjamin Netanyahou à sa tête, et c'était pas encore ce gouvernement-là, c'était encore un peu moins pire. Vote une loi qui grave dans le marbre le fait qu'Israël est l'État-nation du peuple juif exclusivement. C'est-à-dire, il grave dans le marbre un État ethnique, raciste, qui méprise totalement les droits de tous les Palestiniens qui sont citoyens d'Israël à une définition nationale. Est-ce que quelqu'un a bougé dans la communauté internationale? On parle de la communauté internationale définit Israël comme une démocratie. Est-ce que ça, c'était une loi démocratique? Pas du tout. On est dans un aveuglement choisi je parle des gouvernements, des grandes puissances, un aveuglement choisi et assumé dans une espèce d'alliance avec Israël. Mais là, je pense que c'est pour ça que je dis que l'appel à la communauté internationale me paraît indispensable et il doit être extrêmement ferme et elle doit être mise devant ses responsabilités. Elle aura à porter la responsabilité de ce qui va se passer si elle ne l'arrête pas. Il n'est pas possible de laisser faire ce qui va se passer là. On a affaire à une bande, excusez-moi de le dire, mais de fous furieux en Israël, au niveau du gouvernement et des décideurs. Et si on ne les arrête pas, on va être dans une situation tellement catastrophique que la communauté internationale devra en porter la responsabilité. Donc il est important qu'elle se réveille et qu'elle impose que ça s'arrête tout de suite. Très bien. Restez avec nous, Michèle Siboney. Je ne sais pas si vous aurez un peu le temps encore 3 minutes et après je vous quitte. de continuer avec nous, mais c'est très important votre analyse de la situation. Je vais revenir à Maître Gilles Devers. Maître Gilles Devers, beaucoup de vous, donc vous avez utilisé le terme génocide. Pourquoi? D'après vous, vous avez utilisé ce terme, mais aussi, est-ce qu'on est arrivé au bout du chemin de ce qu'on appelle le processus de paix entre Israël et la Palestine? Mais il y a deux choses distinctes. La question du génocide, c'est une qualification juridique et c'est pas moi qui invente les critères. Et ce sont pas les Palestiniens qui ont rédigé les statuts du traité de Rome. Ce sont essentiellement les puissances occidentales qui étaient rédactrices du statut de la Cour pénale internationale et donc des définitions. Donc nous utilisons ces définitions et j'ai assez travaillé avec les mouvements, quels qu'ils soient en Palestine, pour savoir qu'ils n'ont aucun problème en disant c'est le droit, on l'applique. Donc et je rappelle aussi, Maître Gilles Devers, que vous avez représenté l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale. J'ai pas entendu la question, je suis désolé. C'est pas grave. Allez-y.
Non, je ne représente pas l'autorité palestinienne, j'ai représenté des groupes, j'ai travaillé avec, on a préparé une plainte au nom du Hamas, ce sont des choses qui sont connues, il n'y a rien de caché, mais je ne travaille pas avec on a des liens avec l'autorité palestinienne, des liens avec tous les Palestiniens, et moi je ne regarde pas l'étiquette de qui vient, est-ce que c'est une cause, et les gens me demandent de faire mon travail, je fais mon travail, il n'y a pas de problème avec cela. Donc la définition, nous travaillons avec des textes qui n'ont pas été rédigés par les Palestiniens, mais qui s'applique, et en l'occurrence, si on utilise le mot de génocide, c'est parce qu'il y a une qualification juridique. Ensuite, ce qu'on appelle le processus de paix, mais quelle est la perspective, c'est-à-dire dans tout ce que l'on voit maintenant, à part la destruction, il y a rien. On va sur quoi? Est-ce qu'il y a un grand trou pour mettre 12 millions de Palestiniens, puis on n'entend plus parler? Il y a un peuple, et ce peuple existe parce qu'il y avait un État depuis 1921, c'est un État sous mandat, ensuite c'était un État sous occupation, mais ça a toujours été un mandat, et je rappelle que la Cour pénale internationale a jugé que la Palestine était un État, donc on a des bases qui sont très solides pour cela, donc cet État a son organisation à l'intérieur, il y a divers mouvements et chacun à l'intérieur coopère comme il le veut. Et l'idée du processus de paix amène à faire deux remarques. La première, c'est que après 1948, il y a eu une coalition de tous les intérêts, je dis bien absolument tous, pour éliminer la cause palestinienne qui n'existait plus. Il n'y a plus de peuple palestinien, c'est réglé. Et c'est par la lutte armée, ça encore ce sont les faits qui parlent. C'est par la lutte armée que le Fatah, dirigé à l'époque par Yasser Arafat, a remis la question du peuple palestinien dans une réalité à partir de ce qui était considéré comme des attentats terroristes et qui étaient effectivement des actes violents et des actes sanglants. Mais le résultat a été en quelques années que le peuple palestinien est réapparu à l'Assemblée générale de l'ONU et en tant que peuple souverain avec le droit à l'autodétermination. Donc la lutte armée, qui est tant contestée maintenant, a été une réussite objective et consacrée par l'ONU. Et une fois qu'il y avait le peuple palestinien, comment faire pour s'en sortir? Ils ont inventé cette espèce de processus d'Oslo où on fait renoncer le peuple à sa souveraineté et au fait qu'il est un État sous occupation, mais que c'est un État pour inventer et donc il abandonne le multilatéralisme, le rapport au droit international, pour se placer uniquement dans une relation à deux avec Israël, comme si c'est Israël qui avait tous les droits et qui peut en restituer certains à la Palestine. Donc il y a une faute d'analyse qui avait été complète. Tout le monde félicite les accords d'Oslo en disant c'est dommage, c'était des bons accords, mais ils ont mal évolué. Non, c'était des accords qui étaient très mauvais dès le premier jour, vu qu'il fallait certainement pas renoncer à la nature du peuple et à la nature de l'État, et l'État de Palestine préexistait à l'État d'Israël. Donc on a inversé le jeu, c'était une impasse, donc tout le monde paye les conséquences. Et qu'est-ce qui reste de ce processus de paix? Sur la base d'Oslo, rien du tout. Mais quand on se débarrassera de cette idée que les Palestiniens doivent tout à Israël et qu'il n'y a qu'Israël qui peut leur transférer des droits, on aura rétabli l'histoire et le peuple agit pour sa propre cause comme il le peut et comme il pourra. Mais on ne va pas mettre à l'écart 12 millions de Palestiniens qui existent. Aucun Palestinien n'a un doute si on lui demande sa nationalité et il faut qu'ils exercent ce droit à l'autodétermination qui a été reconnu par l'ONU. Donc tout ça, ce sont des choses simples que je dis, qui sont complètement acquises, mais qui sont absolument détruites, mises de côté dans la situation actuelle. Mais vous allez où? Vous allez où avec cette politique-là? Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un seul État. Mais s'il y a un seul État, alors c'est plus un État juif, alors que le sacre est de dire que qu'Israël doit être un État juif. Ou alors vous faites un État avec juifs, mais avec donc une seconde catégorie, donc un État d'apartheid. Mais Gilles Devers, la question que vous êtes... Un État palestinien dans des frontières avec Jérusalem comme capitale, c'est cela. Jérusalem est annexée depuis 1967. Qu'est-ce qu'a fait la communauté internationale, à part des communiqués qui n'ont absolument rien fait? Donc, les problèmes, on les met sous le tapis, mais ils ressortent avec une violence. Vous avez parlé de l'impasse, Maître Gilles Devers, vous avez parlé de l'impasse, vous allez où avec cette politique? Vous vous êtes posé la question, mais aussi la responsabilité de la communauté internationale. Comment peut-on la lire face à cette situation dramatique?
Je suis vraiment désolé, mais je n'entends pas le retour. On va essayer de régler ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question sur la responsabilité de la communauté internationale. Ah oui, la responsabilité de la communauté internationale, elle est écrasante, mais il faut remonter à l'histoire. Vous savez, si vous regardez avec une photo c'est bien, mais il faut en mettre plusieurs ou mettre un film. Et la responsabilité de la communauté internationale, elle commence en 1917 avec Balfour. Hein, voilà, c'est à partir de là qu'il faut fixer les choses. Parce qu'on dit, tu vas pas toujours ramener ceci, on va toujours ramener cela. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple palestinien qui vit sur sa terre, qui comprend des musulmans, qui comprend des juifs, qui comprend des chrétiens, qui comprend les lieux saints et qui vit comme une société paysanne et commerciale et qui ne demande rien à personne. Et puis en 1917, j'ai bien 17, pas 45 ou 48, on dit on va créer un foyer national juif en Palestine et tout de suite le maire de Jérusalem, il avait protesté en disant mais vous ne pouvez pas, il y a déjà un peuple qui est là, il y a déjà un pays. Et les États-Unis avaient envoyé 2 émissaires, qui étaient M. King et M. Crane, qui ont rendu un rapport qui est très connu, qu'on trouve assez facilement, en 1919. Et ils se sont rendus sur place, ils ont visité, ils ont dit mais cette histoire de faire un État en Palestine, ça ne marchera jamais, vu qu'il y a un État palestinien qui existe avec un peuple, et si vous faites cela, si vous le maintenez, il y aura la guerre pendant 100 ans et on n'aura rien fait de plus. Bah, écoutez, King et Crane avaient exactement décrit la situation, donc il faut partir aux racines, et la responsabilité de la communauté internationale, elle est d'avoir soutenu ce pari fou pour ses intérêts, c'est-à-dire pour faire une place occidentale dans le monde arabe, afin de le maintenir sous surveillance. C'était ça le pari, parce que sans entrer dans des polémiques et que c'est vraiment pas d'époque, mais l'attention des peuples européens pour le peuple juif entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il faut quand même se rappeler ce que c'était, hein, la conférence d'Évian, où la question était celle des réfugiés juifs qui étaient en France essentiellement, mais dans les pays de l'Ouest. Et il y a eu tout le monde, le défilé des discours pour dire ah oui c'est très touchant, mais nous on n'a pas de place, on peut rien faire pour eux. Donc c'était leurs intérêts qu'ils défendaient. Ils n'ont jamais défendu le peuple juif à l'époque. C'est faux de le dire. La conférence d'Évian, elle est tout à fait claire là-dessus. Madame Golda Meir qui disait que c'était affligeant de tous les entendre ici. Donc ils cherchent leurs intérêts. Ils ont cherché leurs intérêts pour mater les peuples arabes en instruisant une place forte en Palestine. Et ensuite, en 1900, quand il y a la création de l'État, et il y a le problème démographique qui est central et qu'ils connaissent tous parfaitement. Et évidemment, la Grande-Bretagne était mandataire, elle le connaît mieux que personne. Mais comment créer un État juif sur une terre arabe? Et les chiffres de la démographie sont bien établis pour dire que malgré tous les efforts d'immigration entre les deux guerres, et pas uniquement dans la dernière période en Israël, la communauté juive restait malgré tout inférieure. Donc comment on peut créer un État israélien avec une majorité arabe? Et pas la solution, c'était la Nakba, donc cette fameuse Nakba avec les 700 000 Palestiniens qui ont été expulsés. Ça représentait 90% de la population arabe. Mais il n'y avait pas d'État juif s'il n'y avait pas le nettoyage ethnique. Et la communauté internationale, elle le savait parfaitement, mais elle a donné la règle juridique, elle a donné l'argent, elle a donné les armes par l'Union soviétique essentiellement. Donc il y avait vraiment une alliance qui a été faite. Et depuis, la responsabilité est écrasante. C'est eux qui sont à la cause, qui donnent des armes, qui donnent l'argent, qui donnent le soutien politique. Donc ils sont sur une ligne fausse. Restez avec nous, maître Devers. Gilles Devers, restez avec nous. Je vais revenir à vous. Karim Tabou, bien sûr, est avec nous. Il nous a rejoint depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, toutes mes salutations aux invités et merci de m'avoir invité à ce débat. Merci beaucoup, Karim Tabou. Karim Tabou, comment peut-on décrire la situation que vit la population de Gaza en ce moment? Israël, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation du nord de la bande de Gaza. On parle d'une population de 2,3 millions d'habitants. Votre réaction, Karim Tabou?
Pendant ces 5 ou ces 6 jours, j'ai suivi beaucoup de débats, notamment sur les chaînes arabes, mais également sur les chaînes occidentales, particulièrement françaises. Je relève un certain nombre de choses qui font partie du débat. Mais avant d'entamer ces petites remarques-là, je voudrais exprimer d'abord, de cœur et de raison, toute ma solidarité, mais toute la solidarité des hommes libres et des femmes libres de notre pays, l'Algérie, mais également du monde avec la Palestine et avec les Palestiniens. L'essentiel des concepts, des mots qui reviennent, génocide, barbarie, fascisme, apartheid, nettoyage ethnique, et il est très difficile aujourd'hui de trouver des mots qui expriment au mieux la situation qui prévaut en Palestine. Mais il y a également un certain nombre de choses qu'il va falloir rétablir parce que poser aujourd'hui, et j'ai entendu cela dans beaucoup de débats, poser aujourd'hui la question palestinienne en termes de conflit israélo-palestinien, ou plus réducteur encore, conflit entre Israël et Hamas, et encore plus immoral, conflit de la démocratie contre le terrorisme, c'est faire preuve non seulement d'injustice envers un peuple, le peuple palestinien qui subit la terreur, la colonisation et le déni. Aujourd'hui, la violence que subissent les Palestiniens et que subissent les territoires occupés de la Palestine prouve encore et une fois de plus que finalement le fascisme et l'apartheid survivent encore, et bien plus sous couverture et même le soutien international. Mais bien au-delà de toutes ces images choquantes de villes rasées, de civils exposés à l'extermination barbare, nous sommes en train de vivre une situation d'extermination barbare d'une population. Il est parfois nécessaire, et nous avons besoin de faire cet exercice difficile d'ailleurs, de se soustraire à l'émotionnel et exposer le vrai débat. Bien qu'en écoutant les intervenants, que je salue d'ailleurs, et bien d'autres intervenants dans d'autres débats, il est imposé, il est nécessaire d'utiliser une terminologie appropriée et notamment qui soit en conformité avec le droit international. Mais il est important également, et surtout pour éviter de se laisser enfermer dans des canevas de réflexion préétablis, de poser la question en termes simples et clairs. La bande de Gaza subit, et depuis des années, un blocus militaire contraire et en violation avec toutes les lois internationales. Mais la Palestine, d'une manière un peu plus générale, subit une occupation de son territoire. Cette occupation rend donc légitime sa défense et même une lutte pour sa libération. Ce n'est pas concevable pour moi, un Algérien qui a vécu et que ses parents, ses arrière-parents avaient vécu la colonisation, je peux dire que c'est du déjà vécu chez nous. Nous avons déjà vécu cela. Lors de l'occupation française, eh bien, la France officielle, comme elle le fait aujourd'hui d'ailleurs, traite les moudjahidines de terroristes. Lors de l'assassinat du colonel Amirouche, de la lutte de libération nationale, eh ben, un journal de la presse française, édité à Alger, avait titré à la une la fin du colonel Terreur. Quel paradoxe! En fait, le colonel qui était en train de défendre son pays est considéré comme étant le colonel Terreur. C'est-à-dire que celui qui semait la terreur renverse les rangs et se mettait dans la place de la victime. Et bien sûr, ajouter à ce fait d'occupation, et j'ai bien entendu les amis parler de la faute, parfois de la complicité de la communauté internationale,
mais ce fait est bien établi depuis longtemps. Les Américains, les USA, l'Union européenne, malgré toutes les plaintes, malgré toutes les horreurs, malgré tous les dépassements, le non-respect de toutes les résolutions des Nations Unies, continuent d'entretenir des relations économiques, des relations politiques, des relations militaires, des relations diplomatiques normales avec Israël, et que cela donc ne pouvait que renforcer la conviction, le ressenti, la rancœur chez les Palestiniens qu'on ne peut pas attendre grand-chose de cette communauté. Et aujourd'hui, en qualifiant l'agressé d'agresseur, l'occupant de semeur de haine et de terreur, et on accuse la partie victime de semer la terreur, c'est vraiment, on est dans la fin d'une ère. C'est l'ère de cette communauté internationale dans sa forme actuelle, parce qu'il est nécessaire également de faire remarquer qu'on peut distinguer deux types de communautés internationales. Il y a la communauté des valeurs, la communauté internationale des peuples, la communauté internationale des intellectuels sérieux qui militent pour la liberté, qui militent pour les valeurs universelles. Et il y a la communauté internationale des droits, plutôt des intérêts, des États, de la guerre, et qui est là, malheureusement, elle a pris le dessus, puisque on voit bien que l'attitude de ces dirigeants est plus que scandaleuse, il est immoral par moment. Et également dans la communauté internationale, excuse-moi Nassar de rajouter juste un petit élément, j'intègre également ces régimes dits de pays arabes qui malheureusement ils font non seulement preuve de passivité, de complicité, de lâcheté, mais plus encore d'immoralité. Lorsque vous avez dans des pays plusieurs pays qui complètement interdisent à leur peuple de manifester, de réclamer les libertés, de réclamer des droits, et face justement à leur incapacité à assumer une position claire vis-à-vis de la question palestinienne, s'emploient dans une immoralité inqualifiable à exploiter le sentiment général de ce qui se passe actuellement en Palestine pour faire appel à leur clientèle, à une frange d'islamistes entre guillemets, islamistes les plus rétrogrades, les plus proches du pouvoir, pour faire de l'agitation et donner l'apparence que dans ces pays, les régimes ils sont pour la liberté, sont pour le peuple palestinien, et la réalité, c'est qu'ils se taisent devant toutes ces violences. Et d'ailleurs, ils sont eux-mêmes la violence contre leur peuple, puisque aujourd'hui, on comprend très bien que la meilleure façon de soutenir la Palestine, de rester en cohérence avec les valeurs pour lesquelles les Palestiniens sont en train de se sacrifier, je me dis à moi-même que la meilleure façon d'aider la Palestine, c'est de se battre pour la liberté en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, dans tous ces pays, et on aurait apporté un grand soutien à la Palestine en faisant ce combat qui est le nôtre, qui est le combat de la liberté. Restez avec nous, Karim Tabou. Docteur François Doroche, je vais revenir à vous. Mais avant de vous donner la parole, on va regarder ces images. Il y a eu aussi des manifestations de solidarité avec les populations civiles de Gaza par rapport à ce qu'ils subissent. On regarde ces images et je reviens à vous très rapidement.
Nous sommes tous des Palestiniens, donc vous avez entendu ces manifestants, c'était à Paris, à la place de la République, mais on va écouter ce qu'a déclaré aussi Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, par rapport donc à la situation au Proche-Orient. On l'écoute. Cette haine qui s'est exprimée, quand on se rappelle à Gaza, depuis 2006, la guerre de 2008, de 2012, de 2014, encore en 2021, quand on se souvient de ce que nous avons tous dit comme témoins sur place, de cette prison à ciel ouvert, on parle de cocotte minute, qu'une telle situation puisse inventer l'enfer sur Terre. Alors oui, on se dit que quelque chose a été raté. Raté par nous tous, par l'ensemble de la communauté internationale. Et que l'amnésie qui a été la nôtre, l'oubli qui a considéré, a imaginé que cette question de Gaza, que cette question palestinienne allait pouvoir s'effacer devant un accord économique, un accord stratégique et diplomatique, qui serait en quelque sorte le substitut à cette tragédie, parce qu'il y a là une tragédie, avec deux regards, deux points de vue, deux expériences de l'histoire. Et c'est ce qui fait que il est si difficile aujourd'hui de sortir de ce qui est un engrenage de la violence et de l'horreur. Docteur François de Roche, votre réaction, vous avez entendu l'ancien Premier ministre, donc Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse de M. de Villepin? C'est tellement juste, tellement vrai, tellement réaliste. Et aujourd'hui, les pays occidentaux, tous ces pays qui soutiennent Israël aveuglement, ne rendent pas service ni à Israël, ni aux Israéliens, ni à la communauté internationale, ni à eux-mêmes. Aujourd'hui, comme l'a dit Dominique de Villepin, bien sûr, c'est une prison à ciel ouvert, mais pas uniquement une prison à ciel ouvert. On est en train de s'offusquer aujourd'hui, de sautiller parce que on a dit qu'il y a eu des civils qui sont morts. Bien sûr, il faut toujours dénoncer l'assassinat de ces civils parce que ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais c'est pas à nous de le dire, c'est au tribunal pénal international, normalement, qui devrait faire le nécessaire pour s'autosaisir de cette question palestinienne, car il est temps. Et puis, ensuite, il y a 6500 prisonniers palestiniens, on les a oubliés peut-être trop vite, qui sont là depuis quelquefois 40 ans, 45 ans. Des prisonniers, des enfants, 1500 enfants de moins de 15 ans sont dans les prisons, dans les geôles palestiniennes. Est-ce que cela est acceptable? Parce qu'un enfant a jeté une pierre contre un soldat. Non seulement il est en prison, mais en plus sa maison ou la maison de ses parents est détruite. Et ça, c'est absolument inacceptable, c'est absolument anormal. Il ne faut pas, je pense qu'il faut s'auto-saisir également de la question palestinienne parce que, et ramener le calme, parce qu'aujourd'hui, sinon c'est trop tard, et on risque de payer tous l'addition et la facture qui risque d'être extrêmement chère. Et quand on aime Israël, parce qu'il y a des pays occidentaux qui aiment Israël aveuglement, quand on aime quelqu'un, on lui dit, on le raisonne. Aujourd'hui, on ne peut pas. Vous savez, moi je suis médecin. Vous savez, quand vous êtes bombardé, vous attendez la mort, vous vous rendez compte? On a parlé tout à l'heure ça fait 7 jours, on va entamer le 8e jour, des gens qui sont chez eux et qui ne savent pas, ils sont dans une terreur, dans une phobie d'attendre cette bombe qui va les assassiner et les tuer. Est-ce que cela est acceptable? Non. Et il faut crier, il faut lancer un cri d'alarme à la communauté internationale, à tous les gens
qui ont un peu de conscience humaine pour dire stop à cette barbarie, stop à cette haine qui est au fin, qui est dans ce gouvernement israélien, qui aujourd'hui encore une fois, qui risquerait comme l'a dit certains Français aujourd'hui qui sont partis faire la guerre en Israël, parce que quand même, rappelons qu'on a des jeunes Français qui sont partis faire la guerre en Israël pour casser du palestinien. Ça, c'est inacceptable. Il faut que notre gouvernement puisse, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, puisse faire le nécessaire pour apaiser la situation et demander à la justice de se prononcer. François Doroche, je vais vous lire le tweet de Jean-Luc Mélenchon, que nous allons voir juste maintenant. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose: la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côté à côté, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Votre réaction, docteur François Doroche ? Écoutez, il l'a dit parce que M. Mélenchon, quand il a dit ça, il a été attaqué par l'ensemble de la classe politique, y compris par la gauche. Il est devenu la persona non grata en France, parce qu'il a osé parler de droits des Palestiniens. C'est peut-être le seul dans la classe politique, mais il est temps. Bien sûr, il faut ramener, il faut appeler au calme, il faut appeler à la raison, il faut appeler à la justice. Il faut que la justice fasse son travail pour que tous ceux qui ont commis des erreurs, des fautes ou des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité soient appelés devant la justice internationale et être condamnés pour ces exactions qui sont totalement insupportables. Très bien. Restez avec nous, docteur François Doroche. Karim Tabou, je vais revenir à vous. Face à cette escalade, face à cette impasse, est-ce que vous pensez qu'il est temps que l'humanité l'emporte ? Vous avez parlé aussi des régimes arabes, entre guillemets, si on peut dire, mais aussi ce qui se passe en Algérie. Votre réaction, Karim Tabou ? Bien que la question de la communauté internationale, il faut toujours la reposer, parce que en écoutant le discours d'Emmanuel Macron, non seulement il y a un parti pris flagrant en faveur d'Israël, mais plus encore, c'est un tissu de mensonges. Lorsqu'il parle de viol et d'assassinat d'enfants, et que personne n'a pu étayer par des images, cela dépasse le cadre d'un discours politique ou d'une position politique d'un État, mais c'est un accoquinement à la terreur, complètement une passivité devant des crimes que les uns avaient qualifiés de crimes contre l'humanité. Mais plus que cela, nous sommes dans un processus d'extermination, de génocide contre un peuple, et cela est inadmissible. Bien que un certain nombre d'événements étaient annonciateurs de cette situation. Lorsque nous nous rappelons juste il y a quelques jours, il y a eu une assemblée générale aux Nations Unies. Et lors de l'intervention du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le criminel avait brandi une carte géographique et l'a tout simplement effacé de cette carte l'existence même de la Palestine. Vous voyez comment un gouvernement fasciste qui s'emploie par des moyens de terreur à l'annexion de la Cisjordanie, à l'accroissement d'une manière infinie des colonies et arriver jusqu'à vouloir soumettre des lieux de culte musulman à l'autorité d'un tel gouvernement, c'est dépasser les lignes rouges, c'est porter atteinte non seulement à l'honneur, à la liberté, à la souveraineté, à l'existence même de la Palestine, c'est défier la communauté internationale. Donc nous ne sommes plus devant une situation d'un État ou d'un gouvernement. Nous sommes, et pourtant, lorsqu'on entend les discours politiques internes à l'Europe, par exemple,
ou au débat aux États-Unis, on a toujours qualifié les extrêmes droites de partis et d'idées et de mouvements auxquels il fallait faire barrage, mais on ne fait pas barrage à ce gouvernement de l'extrême droite qui est accoquiné à des groupes, à des fascistes, et qui est en train d'exécuter tout un peuple et tous ces chantres de la démocratie, tous ces chantres des résolutions des Nations Unies, finalement, n'utilisent cela que pour moyen pour accepter et accompagner le fait accompli d'un État qui est en train de se construire sur les ruines de tout un peuple, de toute une nation. C'est inadmissible, ce n'est pas acceptable. Je pense que notre parole doit se joindre à la parole de toute cette communauté internationale, des peuples, des intellectuels, des ONG internationales et de tous ces hommes et ces femmes libres qui sont en train de se battre pour enfin faire la lumière sur ces crimes contre l'humanité, juger et condamner tous les responsables de tous ces crimes, mais également donner de l'espoir à ces enfants, à tous les survivants, pour que le sacrifice de leurs aînés ne soit pas... Très bien. On va revenir, on va terminer avec cette question, Karim Tabou. Restez avec nous. Docteur François de Roche, Karim Tabou est en train de parler de l'espoir. Est-ce qu'on peut terminer avec une note positive, si on peut dire, malgré les massacres, on est en train de voir l'engrenage de la violence. Est-ce qu'il y a espoir donc de sortir de cet engrenage d'après vous? Très rapidement, docteur François de Roche. Docteur François de Roche? Ah, on a un petit souci avec docteur François de Roche. Karim Tabou, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu ma question? Oui, le grand écrivain russe Solzhenitsyn avait laissé une belle expression lorsqu'il disait par un étrange paradoxe: plus je sombre dans ce monde d'une cruauté inhumaine, plus je prête l'oreille aux rares qui, même dans un tel monde, font appel à la conscience. Attendons que même ces rares qui font appel à la conscience vont renverser les choses et le droit, la liberté, les valeurs humaines l'emportent sur cette barbarie, sur le fascisme, sur l'apartheid, sur le génocide, et que chacun devra répondre de ses actes, de ses paroles devant l'histoire et devant l'humanité. Très bien, merci beaucoup Karim Tabou. François de Roche, je pense qu'il est de retour. François de Roche, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, désolé, il y a eu une petite coupure. Je vous ai posé la question parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir de sortir de cet engrenage, d'arrêter donc ce massacre, mais aussi vous avez parlé de génocide et vos propos. Très rapidement, François de Roche. Écoutez, bien sûr, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il est temps que chacun retrouve la raison, que chacun retrouve son humanité. Il est temps que l'homme, il faut également que l'Occident puisse aider Israël en lui ouvrant les yeux, parce qu'on ne peut pas soutenir un État de cette manière. Il faut également venir aussi au secours de cette population déjà meurtrie, déjà touchée par cette guerre, par ces bombardements sauvages. Il est temps de juger, il est temps de réparer, et il est temps de sauver ce qui reste à sauver. Merci beaucoup, docteur François de Roche. Je rappelle que vous êtes président de l'association Justice et Droit sans frontières. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à mes invités, Maître Gilles Devers, avocat militant de la cause palestinienne. Merci à Madame Michèle Sibonnier, porte-parole Union juive française pour la paix. Merci aussi à Karim Tabou, opposant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.